Hello, bienvenue sur Report-Art. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'Animal Crossing et on va faire enfin la partie 2 de la galerie 18e siècle, 19e siècle, même si aujourd'hui il y aura que des œuvres du 19e. Comme d'habitude, si t'as pas vu les parties précédentes, surtout la partie 1 de cette galerie, je te conseille d'aller voir ça avant de commencer celle-ci. On a pas mal d'œuvres à regarder aujourd'hui, donc on va tout de suite commencer par les deux œuvres d'un certain Édouard Manet. Pour la première, il s'agit du Fifre qui a été fait en 1866 et c'est une huile sur toile. Cette œuvre de jeunesse de Manet représente un jeune joueur de flûte vêtu d'un uniforme militaire. Le travail de Manet est caractérisé par l'absence de perspective nette et les forts contrastes. Ces traits conduisent certains à le comparer à Velázquez et à en faire le père de l'impressionnisme. Quant aux musiciens, il suffit de bien regarder le tableau pour connaître la note que joue le Fifre. Alors le Fifre, qui est l'une des œuvres préférées d'un certain Zola, c'est un portrait grandeur nature d'un jeune musicien qui est en fait dans un costume de la garde impériale espagnole. Manet, en fait, il a peint ce jeune homme lors d'un de ses voyages en Espagne. Et effectivement, le parallèle avec les portraits de Velázquez est assez véridique puisque celui-ci faisait des portraits avec des fonds indéfinis, ce qui permet en fait de bien faire ressortir le personnage sur la toile. On a peut-être une impression un petit peu étrange en regardant ce portrait parce qu'il est un peu entre guillemets plat, vu qu'il y a un fond uni à l'arrière, et qu'il y a seulement deux petits traits noirs qui permettent de marquer les ombres sous les pieds de ce jeune homme. Ce que le cartel n'a pas expliqué, c'est que Manet ne puise pas seulement ses ressources en Espagne, mais aussi au Japon, ce qui est assez étonnant pour un jeu japonais quand même, de pas d'autociter sa culture comme ressource pour Manet, mais en fait, tu vas le voir au niveau des aplats de couleurs et des traits noirs qui vont marquer le pantalon. Ça, c'est quelque chose qu'il a pu voir notamment dans des estampes japonaises. Cette œuvre, elle est censée être exposée au Salon, qui est en fait une exposition officielle et annuelle de l'Académie de Paris, donc c'est vraiment un grand rendez-vous à l'époque. Mais elle va être refusée par le jury avec une autre œuvre que je te mets juste ici. Et tu remarques qu'elles ont le même type de fond. Ensuite, on va passer à la seconde œuvre de Manet que tu dois peut-être un peu plus connaître, parce que en dehors du Déjeuner sur l'herbe, c'est l'une de ses œuvres aussi les plus connues. C'est un bar aux Folies Bergères qui a été, d'après le cartel, créé vers 1882 et qui est une huile sur toile. Une observation minutieuse du miroir derrière le sujet soulève nombre de mystères et paradoxes. En effet, la toile cumule plusieurs perspectives différentes, d'où le placement curieux de certains objets. Hélas, il s'agit là de la dernière grande œuvre de Manet, disparue un an après son achèvement, à 51 ans. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous montre cette œuvre ? On voit une jeune fille à l'arrière d'un bar bien rempli par une coupe de fruits, des bouteilles de diverses boissons, un petit vase sur pied avec 2 fleurs. La jeune femme porte une robe noire avec des fleurs en plein milieu de la poitrine. Elle nous regarde fixement. Derrière elle, on peut voir une foule disposée dans des balcons. Ils se divertissent en regardant sûrement un spectacle de cirque, puisque on peut voir les pieds d'un trapéziste en haut à gauche de la toile. Mais ce qu'on voit ne se trouve pas réellement derrière la barmaid, en effet c'est seulement le reflet du miroir. Cette foule finalement, elle se retrouve dans notre espace, celui du spectateur. Cependant, la perspective elle est assez étrange, comme l'a un peu mentionné le cartel. Si tu regardes bien, on voit aussi le reflet de la barmaid, mais dans le miroir elle est penchée et elle s'adresse à un homme, et celui-ci n'est pas présent devant nous alors qu'il devrait l'être. En plus de ça, la femme elle a pas son regard qui dévie sur le côté pour s'adresser à cet homme, elle nous regarde nous fixement. Du coup c'est quand même assez étrange comme ambiance. En fait, ce jeu de reflets assez énigmatique pouvait permettre de rendre compte de l'atmosphère qu'il y avait dans ce bar qui était quand même assez animé et dépaysant. L'œuvre est aussi une retranscription de la vie moderne de l'époque, on retrouve un personnage anonyme mais nécessaire dans cette ville, surtout pour ce qui est des divertissements, etc. L'atmosphère elle est assez parisienne, on a une composition calibrée comme la photographie qui apparaît depuis peu. La toile serait exposée en 1882 lors du Salon, cette fois elle est acceptée contrairement à l'autre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le titre de l'œuvre en lui-même ne mentionne pas ce personnage principal et central dans l'œuvre, ce qui donne un peu l'effet de la reléguer au même titre que les autres objets qui sont sur le bar ou même
au bar en général. Bien que Manet se soit rendu aux Folies Bergères, en fait il peint ce tableau en atelier et la barmaid qui s'appelle en fait Susan vient poser dans l'atelier de Manet pour réaliser cette œuvre. Voilà un petit peu pour l'histoire des deux œuvres de Manet et on va continuer notre périple chez Böcklin. Arnold Böcklin peint l'île des Morts en 1883 et c'est une huile sur bois. Un frêle esprit acheminant un corps sans vie flotte en silence sur une mer d'huile vers une île cimetière. L'atmosphère de cette toile du symboliste Böcklin est à la fois lugubre et curieusement apaisante. L'artiste n'a pas voulu représenter ce qu'il voyait, mais plutôt dresser le tableau d'une méditation intérieure. Au niveau du tableau, tu vois quoi? L'artiste représente une île rocheuse, elle forme un demi-cercle et elle est parcourue de cyprès. Tu peux observer que dans la roche, il y a des chambres funéraires qui ont été creusées. On a une barque qui approche de cette île avec une silhouette qui est debout et de blanc vêtu. La barque transporte un cercueil décoré de guirlandes florales. Le cercueil a donc potentiellement pour destination cette île. C'est assez logique. La mer, elle est quand même très calme et le tableau va avoir une atmosphère du coup assez calme, mais surtout mystérieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la seule version de cette œuvre, il en existe en fait 5, et Böcklin va commencer la réalisation de cette œuvre en 1880 pour son mécène qui s'appelle Alexander Günther. Böcklin, c'est un artiste suisse-allemand qui s'installe à Florence, son atelier se trouve là-bas, et un jour il va recevoir la visite d'une certaine Marie Bernat-Christ qui vient de perdre son tout premier mari. Elle se rend à l'atelier et elle voit cette fameuse toile, l'île des Morts, qui est en cours de réalisation pour le mécène de l'artiste. Et elle se dit qu'elle aimerait bien avoir une œuvre comme celle-ci, mais surtout avoir un tableau propice à la rêverie. Et ce tableau qu'il est en train de peindre, Böcklin, c'est ce qui correspondrait à ce qu'elle aimerait avoir, notamment pour commémorer son mari. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est elle qui demande à l'artiste d'ajouter cette figure en drap blanc, et c'est pas une idée de l'artiste à l'origine. Böcklin, lui, ça va tellement lui plaire qu'il va même modifier la toute première version pour son mécène et ajouter cette figure-là. À l'origine de cette barque, il y avait simplement une barque avec un rameur et non du coup cette figure mystique. Au niveau du sens de l'œuvre, on va dire que c'est une célébration de la séparation et de la perte d'un proche. Pour ce qui est de la version du jeu, j'ai pu l'identifier comme étant la 3e version, alors que celle de Bernat-Christ, c'est la 2e version donc. Notre fameuse 3e version qui se trouve dans le jeu, elle est conservée à la Alte Nationalgalerie à Berlin et c'est une œuvre qui est surtout connue pour avoir fait partie de la collection d'œuvres d'art d'Hitler. Pour ce qui est de la 4e version, elle va être détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, donc forcément on l'a perdue. Et pour la 5e version, c'est le Musée des Beaux-Arts de Leipzig qui l'a commandée. C'est une œuvre qu'on va qualifier de symboliste et les chercheurs vont aussi faire un parallèle entre ce passeur en drap blanc et Charon, le passeur des âmes dans la mythologie gréco-romaine. Cette théorie, elle va être aussi appuyée parce qu'en fait, l'artiste a une forte connaissance en littérature et en philosophie de l'Antiquité jusqu'à son époque, donc il est assez cultivé sur ces sujets. Selon la tradition antique, seuls les héros avaient le droit au repos sur une île. Le commun des mortels, lui, se retrouvait dans le monde souterrain d'Hadès. L'œuvre, elle peut aussi être perçue comme une héroïsation du génie de l'artiste, parce que du coup c'est l'île des héros et on va enterrer un corps sur l'île des héros, donc forcément il y a toute cette symbolique qui est autour. Et c'est aussi une théorie qui peut être appuyée par le fait que Böcklin a fait un autoportrait du coup de lui-même, comme son nom l'indique, en 1873, où en fait on va retrouver des symboliques qui le magnifient. Par exemple, tu vas retrouver les colonnes de marbre et du laurier, qui sont symboles d'immortalité et qui vont vraiment magnifier l'artiste. Il faut savoir que pour ce qui est de la réception de l'île des Morts, aujourd'hui c'est vraiment une œuvre hyper importante en Allemagne, c'est un peu comme notre Joconde si on veut. Maintenant on va retourner en France avec Georges Seurat qui a peint un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte vers 1885 et c'est une huile sur toile. Seurat, connu comme le fondateur du néo-impressionnisme, a inventé la technique du pointillisme. Cette méthode, qui ne fait pas appel à un mélange de pigments, prend par contre énormément de temps. Ainsi, cette toile représentant la foule profitant des bords de Seine a nécessité 2 ans de travail. C'est une œuvre qui va être exposée en 1886 lors de l'exposition des impressionnistes. Je t'invite à voir ma vidéo sur Hélène McNicoll où je te fais un résumé très court de ce qu'est l'impressionnisme et son histoire pour peut-être
comprendre ce que je suis en train de raconter, si ça peut aider, mais sinon c'est pas forcément obligatoire. Pendant cette exposition, l'œuvre elle va faire quand même beaucoup de bruit parce qu'en fait comparée aux autres œuvres présentes dans cette exposition, elle a un format gigantesque alors que les œuvres impressionnistes ont plutôt des formats modestes à petits. Les figures aussi sur la toile sont assez rigides, il y a une utilisation d'une technique de petits points éclatés que le cartel du coup a bien expliqué comme étant le pointillisme. Et comme je te disais, en fait, habituellement, une toile impressionniste c'est plutôt de petite taille, il y a des empattements et c'est assez spontané en général comme motif. Alors qu'ici, il faut 2 ans à Seurat pour faire cette œuvre entre 1884 et 1886. Pour faire tous ces personnages, il va se servir de l'imagerie de mode de son époque. Pour ce qui est du pointillisme, en fait, le spectateur, quand il se retrouve en face de cette œuvre, son œil fait une synthèse optique qui lui permet d'identifier tous les motifs de la toile, mais lorsque tu t'approches très près de l'œuvre, tu remarques tous ces petits points de différentes couleurs. Et ce procédé, il se base sur les avancées que font la science, et notamment sur les théories de la couleur d'un certain Chevreul. Au niveau de la description un petit peu de l'œuvre, donc tu as, voilà, on est un dimanche après-midi, comme le dit le titre. Tu retrouves les bourgeois qui font leurs petites activités dominicales, mais tu retrouves aussi un ouvrier au premier plan qui côtoie aussi les bourgeois sur cette île. Mais aujourd'hui, il y a un détail qu'on ne voit plus du tout, c'est qu'au milieu de cette foule de bourgeois se trouvent des prostituées. Tu peux voir l'allusion à ces dames avec celle qui promène son petit singe et celle qui tient une canne à pêche. En plus de ça, à l'époque, c'est quand même un lieu très connu pour ce genre de rendez-vous. Ce qui est aussi intéressant avec cette œuvre, c'est que le cadre lui-même est peint avec la technique du pointillisme, ce qui va renforcer notre expérience en tant que spectateur. On va continuer avec un artiste, lui aussi quand même très connu, très populaire notamment sur les réseaux sociaux aussi et sur Pinterest. C'est notre cher Vincent van Gogh. Pour la première œuvre, il s'agit de La Nuit étoilée de 1889, c'est une huile sur toile. L'œuvre emblématique de Van Gogh, peinte alors qu'il était à l'asile, l'artiste a peint sa chambre de mémoire, y introduisant certaines fantaisies. Il a évoqué ce chef-d'œuvre dans sa correspondance et il est considéré qu'il s'agissait d'un échec. Alors on va un petit peu nuancer ce que dit le cartel quand il dit qu'il peint sa chambre de mémoire. Donc il faut savoir effectivement qu'à cette époque, Van Gogh est en asile et cherche le repos après un épisode dépressif. Il se trouve à l'asile de Saint-Paul-de-Moselle à Saint-Rémy, qui se trouve dans le sud de la France. La toile, elle représente un ciel de nuit avec un village en contrebas. Dans le ciel, on peut retrouver des étoiles, mais aussi la Lune et Vénus. Et en fait, ce paysage, il est inspiré par la vue que Van Gogh avait depuis sa fenêtre. Donc au niveau du cartel qui dit qu'il a peint sa chambre de mémoire, c'est pas forcément juste. En fait c'était la vue qu'il avait depuis sa fenêtre. Mais par contre pour ce qui est du village, ça provient d'autres points de vue et c'est un assemblage de tout ça. C'est un véritable travail d'observation où l'artiste regarde le paysage mais il va aussi y incorporer son imagination. Tu te doutes bien que la nuit, quand tu regardes le ciel, il ressemble pas à ça. Il n'y a pas des tourbillons de partout, il n'y a pas un jaune éclatant quand tu regardes les étoiles la nuit. Hein. Bien que c'est la nuit qu'il représente, c'est lors de sessions en plein jour que l'œuvre est peinte. C'est une vue donc de sa fenêtre, mais qui lui permet aussi de se remémorer des souvenirs et des émotions. Par exemple, pour ce qui est du clocher de l'église dans l'œuvre, c'est des clochers qu'on retrouve beaucoup en fait aux Pays-Bas, le pays natal de Van Gogh. Et ce qui est aussi intéressant avec cette œuvre, c'est qu'il arrive à rendre un paysage en mouvement, avec notamment tous ces tourbillons, etc. Quand le cartel parle que Van Gogh décrivait un peu cette œuvre comme un échec, en fait, pour être plus précise, il voyait cette œuvre comme une étude et pas du tout comme une œuvre finie. Une étude, c'est un petit peu comme un brouillon en fait, donc c'est quand même assez paradoxal de savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et autre petit point, Van Gogh il va beaucoup s'intéresser à Delacroix et notamment à cette théorie sur la couleur. Delacroix on en a parlé dans la partie 1 si tu ne l'as pas vu. Et ce qui va le plus l'intéresser chez Delacroix, c'est l'utilisation de son jaune et du bleu. Et c'est vraiment des couleurs qui sont hyper importantes dans son travail, je pense que tu l'as très sûrement remarqué. Et en fait ici il s'agit d'une expérimentation des couleurs mais aussi une sorte d'hommage en couleurs à Delacroix. Donc voilà pour La Nuit étoilée et maintenant on va passer aux tournesols qui ont été peints vers 1888 et c'est toujours une huile sur toile. Van Gogh a réalisé cette œuvre alors qu'il arpentait le sud de la France à la recherche de nuances pluvieuses.
Le jaune demeure la couleur favorite de l'artiste, qui peignit 7 toiles de tournesol durant cette période. En fait, il va réaliser cette œuvre lorsqu'il est locataire de ce qu'il appelle la Maison Jaune, encore une fois le jaune vraiment une obsession, qui est une maison qui se trouve à Arles. Comme le dit le cartel, il y a 7 toiles dans cette série et celle-ci correspond à la version conservée à la National Gallery de Londres. Faut juste savoir que sur ces 7 œuvres, il y en a une qui n'est plus disponible parce qu'elle a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale comme une des œuvres de Böcklin. Et la seconde, en fait, ça fait des générations et des générations qu'elle est en collection privée. Elles sont peintes entre 1888 et 1989. D'abord, il en peint 4 en seulement une semaine, tout simplement pour éviter que les fleurs n'aient toutes fané. Puis les 3 autres, ce sont des copies d'après les 4 premières. À l'origine, il voulait les utiliser comme panneaux latéraux pour son œuvre Le Berceau, qui représente Augustine Roulin, qui n'est autre que la femme de son facteur. Il voulait vraiment, en fait, quand tu regardes cette fameuse œuvre plus les tournesols, tu vois que l'œuvre principale a une prédominance de bleu et que les tournesols une prédominance de jaune, et il voulait créer ce qu'il appelle une symphonie de bleu et de jaune, encore une fois, des couleurs fétiches dont on a déjà parlé pour l'œuvre précédente. Pour la version de la National Gallery, comme il a jugé que son œuvre était plutôt pas mal, il a signé son prénom sur le vase. Sur l'œuvre, tu vas retrouver 15 tournesols dans tous les états possibles. Bourgeons, en pleine éclosion, totalement ouvertes, puis en train de faner. Avec cet élément, tu peux faire le parallèle assez facilement avec le cycle de la vie. Finalement, cette œuvre, c'est comme une vanité qui, par ailleurs, est une grande tradition dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Faut quand même se dire qu'il arrive à produire une nature morte avec quasiment qu'une seule couleur, le jaune. Chez lui, en fait, cette couleur, elle a quand même une importance parce que ça pouvait symboliser à la fois la joie, mais aussi la Provence. Et enfin, Van Gogh, il va déclarer que le tournesol est bien, et c'est vrai que quand tu penses Van Gogh et fleurs, je pense que la première fleur qui te vient à l'esprit, c'est le tournesol. On en a fini avec la nature morte de Van Gogh, et on va passer à la nature morte de Cézanne. Donc Paul Cézanne, il peint Pomme et Orange vers 1899, et c'est aussi une huile sur toile. Cette célèbre nature morte a inspiré de nombreux peintres, dont Pablo Picasso. Plutôt que de chercher à reproduire une image, l'artiste a saisi la beauté des formes sous différents angles. À travers cette toile, Cézanne rend parfaitement l'atmosphère du sujet, tout en interpellant le visiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cézanne, il va avoir une obsession avec les natures mortes de pommes, surtout à la fin de sa carrière. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va vraiment renouveler ce genre-là. Ici, par exemple, il va utiliser ce qu'on appelle une composition avec une diagonale ascensionnelle. Et ce qui est aussi le plus intéressant, c'est qu'il représente différents points de vue dans une seule œuvre. Le pichet et le plateau sont presque de face, tandis que les autres éléments sont des vues du dessus. Sa palette de couleurs, elle est assez réduite, autour des ocres, des verts et des bleus. Les fruits et leurs teintes jaune-orangé, ils vont créer un contraste avec cette nappe blanche, mais aussi rappeler les coloris des diverses tapisseries de l'œuvre. Le cadrage, il est assez serré sur ces éléments et on ne voit pas le reste de la pièce. Et vraiment, le plus important dans ces œuvres, c'est cette multiplication des points de vue qui est un truc hyper intéressant pour les natures mortes et qui se faisait pas vraiment en fait. On va enfin finir cette galerie avec de la sculpture et Auguste Rodin, le penseur, qui est daté d'après le jeu en 1902 et qui est un bronze. Cette sculpture en bronze fut réalisée par le sculpteur français Rodin, père de la sculpture moderne. Si l'original mondialement célèbre se situe en France, cette statue a été reproduite plus de 20 fois. De nombreux exemplaires parfaitement authentiques peuvent donc être admirés de par le monde. Donc effectivement, Le Penseur, c'est une œuvre hyper connue et il faut savoir qu'en fait, c'est une œuvre qui existe dès 1880, mais elle fait 70 cm. Et à l'origine, c'est pour orner la fameuse Porte des Enfers du même artiste. L'œuvre, elle est inspirée par la Divine Comédie de Dante. Sur la porte, ce personnage se penche en avant et observe les enfers. À l'origine, le penseur ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle le poète et il représenterait Dante qui regarde son œuvre, la Divine Comédie, mais aussi potentiellement Rodin qui regarde l'œuvre inspirée par Dante. Oui, c'est tout un micmac. Elle est exposée comme sculpture autonome en 1888, mais elle ne mesurait encore que 70 cm. Et c'est seulement en 1904 qu'elle connaît la taille qu'on connaît aujourd'hui, et non en 1902 donc. L'homme, il est plongé dans sa réflexion et il a un corps extrêmement puissant. On retrouve en fait chez lui à la fois la force mentale et physique. Il représente la pensée d'une façon littérale.
Ce qui change d'habitude parce qu'on va plutôt personnifier les idées en faisant des allégories, alors qu'ici c'est un homme, tout simplement, qui est en train de réfléchir. Rodin, pour son œuvre, il s'est servi de ressources telles que Hugolin de Jean-Baptiste Carpeaux, mais aussi le portrait assis de Laurent de Médicis de Michel-Ange. Pour ce qui est de l'œuvre dans le jeu, elle se trouve vraiment à la jonction entre la galerie du 18e-19e siècle et la galerie des Antiques. Et en fait, c'est pas si étonnant que ça, parce que, outre le fait que ça soit une sculpture, Rodin, c'est un sculpteur qui collectionnait en fait des antiques. Donc ça fait un peu sens de mettre le penseur à ce niveau-là du musée. Surtout que, du coup, la sculpture antique, c'était aussi une ressource pour sa création. Voilà, finalement, on a bouclé la galerie 18e-19e siècle. La prochaine fois, on attaquera la galerie des arts asiatiques, et ça sera la toute dernière partie des vidéos Animal Crossing. J'espère que ça t'a intéressé, que tu as pu en apprendre un petit peu plus sur toutes ces petites œuvres. Nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo dimanche 9h comme d'habitude. Salut!